Oui, Mesdames, Messieurs, bonsoir. Heureux de vous accueillir au Visiatome. Les courageux qui ne sont pas partis en week-end, en grand week-end. Alors, on avait prévu au mois de mai une conférence sur l'exploitation des réacteurs nucléaires, et puis le directeur de la centrale nucléaire de Tricastin a changé. Et son successeur m'a dit dans un premier temps, j'assurerai la conférence qui était prévue. Et puis, aux dernières minutes, m'a dit non. Et on allait risquer de ne pas avoir de conférence au mois de mai. Et puis, mon ami Jacques Livage a accepté de venir de Paris pour nous faire une conférence qui, j'en suis sûr, sera passionnante. Alors, Jacques Livage, professeur au Collège de France, membre de l'Académie des sciences, est un grand spécialiste de la chimie douce. Il nous avait fait une conférence il y a quelques années sur le biomimétisme. Et aujourd'hui, il va nous parler des couleurs. Alors, un grand merci, Jacques, d'avoir accepté de nous dépanner au pied levé. Et je suis sûr qu'on va tous se régaler avec ce sujet des couleurs. Tu as toute la place. Merci bien. Mais la couleur, je crois que c'est quand même une des activités ou des préoccupations les plus anciennes de l'être humain. Vous avez ici un paysage qui n'est pas très loin d'ici, qui doit être vers Roussillon, où vous voyez que l'on a les terres ocres, donc qui ont une couleur tout à fait particulière. Et depuis très longtemps, l'homme a utilisé ces terres ocres, vous voyez, en mélangeant un peu avec de l'eau, ça fait une espèce de peinture, et puis il souffle, ça permet de faire des dessins en couleur. Et c'est toutes les peintures rupestres que vous avez sur les grottes, qui sont bien sûr essentiellement autour de l'ocre, on va revenir dessus, puisque c'est un pigment naturel que l'on trouve simplement par terre. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur, en fait, définit une civilisation. Chaque civilisation a une couleur préférentielle. Ici, ce sont les Phéniciens, et c'était la pourpre de Tyr qui était extraite d'une glande d'un coquillage ici, donc qui donnait des teintes pourpres comme ceci. Et puis ensuite, les Égyptiens. Les Égyptiens, vous allez trouver surtout du bleu dans toutes les peintures égyptiennes du bleu, qui représente le souffle humain. Le souffle divin, pardon. Et ce pigment bleu, c'est en fait un des premiers pigments artificiels qui a été synthétisé par l'homme. Il prenait simplement du sable, de silice, de la chaux, du cuivre, et puis il faisait chauffer tout ça dans un four, et ça donnait ce pigment-là qui remplaçait avantageusement le lapis lazuli, qui était beaucoup plus rare et beaucoup plus coûteux. Et puis on arrive au temps des Romains. Au temps des Romains, c'est la pourpre romaine qui était le symbole de l'empereur. Cette fois-ci, c'était du cinabre, sulfure de mercure, qui servait de pigment. Et vous retrouvez bien sûr cette couleur pourpre dans beaucoup de fresques romaines. Au Moyen-Âge, en France, c'est le bleu pastel qui prédomine, qui est issu d'un indicotier, donc d'un végétal. Et le colorant est extrait des feuilles, on le fait macérer, ça donne une espèce de pâte que l'on moule pour faire des boules, et les boules, on les fait sécher au soleil, et c'est ce qu'on appelle des coques ou des cocagnes, d'où le nom du pays de Cocagne, qui était d'ailleurs sans doute pas très loin d'ici, dans le sud de la France. Et vous voyez qu'on arrive au 19e siècle, on a quelques dizaines de colorants naturels qui sont extraits soit de plantes, de minéraux ou d'animaux. Et la grande révolution dans le domaine de la couleur, ça a été le 19e siècle. 19e siècle, avec en particulier Henri Perkin, qui est ici, qui était un chimiste et qui s'est amusé à voulu faire la synthèse de la quinine. Alors, pour faire la synthèse de la quinine, il a pris de l'aniline, il a fait une oxydation et il a obtenu, en fait, pas du tout de la quinine. La manip n'a pas marché, il a obtenu une espèce de poudre noire qui n'avait apparemment aucun intérêt, sinon qu'il avait observé que cette poudre se dissolvait dans l'eau ou dans l'alcool pour donner une solution qui est mauve, et que si on trempait un bout de laine de soie dedans, ça permettait de faire de la teinture. Alors, ce qui est remarquable, c'est que Henri Perkin avait fait cette découverte-là en 1856 à Pâques. Il avait 19 ans, il n'était pas bien vieux. 19 ans, la découverte, la manip qui n'a pas marché, et il a pris un brevet quand même dessus, vous voyez, peu de temps après. Et l'année suivante, il a entamé la fabrication industrielle de ce colorant qui s'appelait la mauvéine. Et il a eu la chance que la mauvéine est devenue très à la mode. Même la reine d'Angleterre s'habillait avec cette teinte mauve. Donc c'était vraiment le début de l'artificiel dans le domaine de la couleur.
Et ça a entraîné les chimistes à faire la synthèse de colorants, toujours à peu près avec la même recette, à partir des goudrons de houille. On a synthétisé au 19e siècle la lysarine, qui est donc ce colorant qui est fait à partir de la garance. On en a fait la synthèse artificielle. Pareil pour l'indigo, on s'est passé de l'indigotier. Et donc, il y a eu tout un tas de travaux qui se sont faits sur la synthèse de colorants. Alors, synthèse de colorants et travaux qui ont été conduits à une industrie qui était l'industrie des colorants. Et en fait, ce 19e siècle, c'était le début de l'industrie chimique, et en particulier le début de l'industrie chimique en Allemagne, grâce à Adolf von Baeyer, qui a eu le prix Nobel de chimie en 1905, je crois que c'était pour la synthèse de l'indigo, et qui a été à l'origine de la fondation de la BASF. Donc toute l'industrie chimique a démarré à ce moment-là, mais évidemment, contre-coup, c'est les cultures d'indigotiers de Garance du sud de la France qui sont tombées en désuétude. Ça a été la ruine des paysans de l'époque. Et on arrive maintenant au XXe et XXIe siècle. On dispose maintenant de plusieurs milliers de colorants naturels et surtout synthétiques. Et on pourrait se dire que maintenant, c'est fini l'aventure de la couleur. C'est plus la peine. On a tous les colorants que l'on veut, toutes les teintures que l'on veut. C'est plus la peine d'aller chercher. Mais vous savez bien que le domaine de la visualisation, des écrans de télévision, des écrans d'ordinateur, etc., tous ces problèmes de visualisation, il y a en ce moment il y a une course effrénée à le développement technologique de la visualisation comme ça sur des grands écrans, ce que j'ai appelé l'écran plat. Donc ça veut dire que l'aventure de la couleur, c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est quelque chose qui continue. Et la couleur, c'est toujours quelque chose qui est un peu un emblème. Quand je dis « allez les bleus », j'ai simplement évoqué une couleur, mais pour vous, ça a évoqué plein d'autres choses. D'accord ? Bien. Alors, mais qu'est-ce que c'est que la couleur ? En fait, la couleur, je ne sais pas ce que c'est. Il y a un dicton qui nous dit « la nuit, tous les chats sont gris ». Et effectivement, si vous êtes la nuit, ce perroquet, le chat, etc., tout apparaît gris. Pour qu'il y ait couleur, il faut que la lumière soit, il faut qu'on soit au plein jour. Et donc, ça vous montre la chose suivante, c'est que la couleur naît de la lumière. Pas de lumière, pas de couleur. Bien. Mais ce n'est pas tout. La couleur d'un objet dépend de la lumière avec laquelle on l'éclaire. Par exemple, vous avez l'alexandrite, qui est donc ce minerai d'aluminate, de chrome avec de beryllium. Et si vous êtes en lumière naturelle, la lumière du soleil, elle est verte, je pense. Moi, je la vois bleue sur le côté, mais elle est verte. Et normalement, si vous l'éclairez maintenant avec une lampe à incandescence, elle est rouge. Vert et rouge, c'était les couleurs du tsar de Russie, d'où le nom d'alexandrite. Donc vous voyez qu'il faut la lumière, mais selon la lumière, vous allez voir telle ou telle couleur. Alors en fait, pour qu'il y ait couleur, je dirais qu'il faut qu'il y ait trois partenaires. La lumière, bien évidemment, sinon il n'y a pas. L'objet que vous regardez, qui va être coloré, et puis évidemment l'œil. Si vous êtes aveugle, vous ne voyez pas de couleur. Et je dirais même, pour aller un tout petit peu plus loin, c'est que l'œil va transmettre l'information couleur au cerveau qui va l'analyser. Et selon votre cerveau, vous allez voir telle ou telle couleur, pas forcément la même, ou bien vous ne saurez pas distinguer le vert du rouge si vous êtes daltonien. Donc je ne vais pas du tout développer l'aspect, je dirais, neurophysiologique de la couleur, c'est-à-dire l'analyse par le cerveau, mais simplement cette interaction qui est ici. Alors la lumière transporte la couleur. La lumière transporte la couleur, c'est-à-dire que la couleur n'est pas une propriété intrinsèque de l'objet, elle est dans la lumière. Et ça, c'est Newton qui a montré l'expérience que vous connaissez bien, qui est l'expérience du prisme. Vous prenez la lumière blanche, la lumière du soleil, vous la faites passer à travers un prisme et vous avez l'arc-en-ciel. Donc les couleurs, c'était bien dans la lumière blanche. Et si on recompose toutes les lumières de couleur de l'arc-en-ciel, on va obtenir du blanc. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que Newton a dit dans l'arc-en-ciel, il y a 7 couleurs. Il n'y en a pas 7. Si vous regardez, entre le rouge, l'orange, le jaune, etc., il n'y a pas de frontière définie. On passe d'une façon continue d'une couleur à une autre couleur. Donc dire qu'il y a 7 couleurs, j'aurais très bien pu dire il y en a 9, il y en a 3, il y en a 4. C'est purement artificiel. C'est purement artificiel, et pourquoi ? Parce qu'en fait, on a fait l'analogie entre la couleur, donc les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, et le son, les 7 notes de la gamme. On a dit il y a 7 couleurs, parce qu'il y a 7 notes dans la gamme. Puis 7, c'est un chiffre magique, il y a 7 jours dans la semaine. Mais ça, c'est quand même intéressant. C'est intéressant parce que ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin. Si on veut pouvoir faire un peu de science,
un peu de quantitatif sur la couleur, il faut pouvoir la mesurer. Et ce n'est pas l'œil qui va mesurer, hein, puisqu'il y a tout le cerveau derrière qui va analyser. Il faut pouvoir dire le rouge, ça vaut tant, le vert, ça vaut tant. Eh bien là, on a déjà une explication, enfin une interprétation. C'est-à-dire que si je fais une analogie entre la couleur et le son, eh bien le son, c'est quoi? C'est une onde, c'est une corde qui vibre. Hein. Si vous jouez de la guitare, vous faites vibrer une corde, et donc une onde acoustique entre les deux points ici et là où ça ne bouge pas, ça bouge et ça fait une onde. Eh bien, on va dire que la lumière, c'est pareil. C'est une onde, non pas une onde acoustique, mais c'est une onde optique. En fait, si on va un tout petit peu plus loin, c'est une onde électromagnétique. Je ne vais pas aller beaucoup plus loin que ça. Hein. Mais le fait de dire que c'est une onde, la couleur, on a tout de suite deux mesures possibles. Alors, une première mesure qui est une longueur. Vous avez par exemple, là, c'est l'onde, c'est des vagues. Ce qu'on appelle la longueur d'onde, c'est la distance entre les deux bosses qui sont là. Cette distance entre les deux bosses va être caractéristique de la couleur. Si on a le rouge, par exemple, la couleur rouge, cette longueur est de 0,8 microns. Pour le vert, 0,6 microns. Pour le violet, 0,4 microns. Donc on a une mesure de la couleur qui est une mesure de longueur. Mais ce n'est pas tout. Il y a une deuxième mesure possible, qui est la suivante, qui est ce qu'on appelle la fréquence. La fréquence, c'est quoi? Je me mets ici et je regarde combien de fois par seconde va passer la bosse. Ça va être la fréquence. C'est simplement, la fréquence, c'est la vitesse de la lumière divisée par la longueur d'onde. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement la fréquence, mais c'est que derrière cette grandeur fréquence se cache une autre grandeur que vous connaissez bien, qui est l'énergie. C'est simplement la fréquence multipliée par h, la constante de Planck. Et vous savez bien qu'un rayonnement, ça fournit de l'énergie. C'est par exemple le four micro-ondes. Donc maintenant, on a une deuxième mesure de la couleur, qui est une énergie. Le rouge, c'est à peu près 1 électron-volt. Le violet, à peu près 3 électron-volts. Alors pour ceux qui sont très savants, on a deux mesures. Une mesure dans l'espace des positions, la longueur. Une mesure dans l'espace des énergies, la fréquence. C'est les deux espaces duals du principe d'incertitude d'Heisenberg. Pour ceux qui font de la mécanique quantique ou relativiste, c'est ces deux espaces-là. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Alors la seule chose, c'est qu'on voit un petit peu avec le petit bout de la lorgnette, c'est-à-dire que j'ai parlé de ce que l'on voit avec notre œil. Mais en fait, cette onde optique, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste que ce que je viens de raconter. Ça va depuis les ondes radio, qui font à peu près 10 000 mètres, c'est-à-dire 1 kilomètre, les ondes radio, Europe numéro 1, Radio Luxembourg, etc., jusqu'au rayonnement gamma, à Marcoule on est bien placé, dans le rayonnement nucléaire ici, qui font 10 puissance moins 12 mètres, avec les micro-ondes, les infrarouges, le visible, l'ultraviolet, les rayons X, etc. Tout ça, c'est de même nature. Une onde optique électromagnétique. Tout ça, c'est de même nature. Mais la seule chose qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on voit avec l'œil, c'est-à-dire les quelques dixièmes de microns, de 0,4 à 0,8, parmi ce panel qui va du kilomètre à 10-12. Bon, donc on va parler que de ça, mais il faut bien garder en mémoire que le reste, c'est en fait pareil, c'est la même chose. Alors, un autre point qui est intéressant, c'est qu'avec les couleurs de l'arc-en-ciel, on peut refaire le blanc. Il suffit même d'utiliser que 3 couleurs de l'arc-en-ciel, le bleu, le rouge et le vert, pour refaire du blanc qui est ici. Ça, c'est sans doute lié quand même au fait que dans notre œil, sur la rétine, il y a 3 types de cellules qui s'appellent des cônes, qui sont sensibles respectivement au vert, au rouge et au bleu. Donc on peut penser que, puisque c'est ça que l'on voit, en fait, la reconstitution peut être faite. Juste une remarque, nous on a 3 cônes. Les papillons, là, celui-là, il en a 15 types de cônes. Et il va de l'UV jusqu'à l'infrarouge. Donc ce qu'on appelle la couleur, c'est ce tout petit quelques 4 dixièmes de micron que l'on voit, et on ignore le reste. Mais d'autres animaux, d'autres êtres voient beaucoup plus. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On va regarder maintenant, donc, on a un objet qui est ici, c'est ce vase. Et on l'éclaire pour voir la couleur. Bien avant, bien sûr, la couleur, elle n'est pas colorée, c'est la lumière blanche, celle que j'en vois. Après, je la vois rouge. Donc je dirais qu'avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Le phénomène couleur apparaît quand? Quand la lumière pénètre, entre en interaction avec la matière, et au moment, disons, du choc, de la collision entre la lumière, le rayonnement et la matière. C'est à ce moment-là, à cet instant même, ça peut être 10 puissance moins 6 secondes, à ce moment-là où les deux entrent en contact, que se produit la lumière. Alors si vous parlez de choc-collision, il y a tout de suite 2 catégories.
qu'on appelle les chocs élastiques. Les deux objets, les deux partenaires se cognent, mais ça ne change rien. Ça ne change pas l'énergie, ça ne change rien. Hein, c'est deux voitures qui se frottent un peu, il n'y a pas de tôle froissée. Ou bien les chocs inélastiques, et à ce moment-là, ça veut dire que les deux partenaires échangent quelque chose, il y a de la tôle froissée, ils ne repartent pas comme ils étaient venus. Alors, qu'est-ce que la lumière peut échanger avec la matière? Ben, la lumière, c'est comme la plus belle fille du monde, elle ne peut donner que ce qu'elle a, c'est-à-dire de l'énergie. Donc, ou bien il y a un échange d'énergie, c'est les chocs inélastiques, ça va être tout ce qu'on appelle les colorants chimiques, ou bien il n'y a pas d'échange d'énergie, ce qu'on appelle les chocs élastiques, c'est tout ce qu'on appelle les colorants physiques. Donc, on va regarder ces deux familles de couleurs. Alors, les couleurs physiques. Voilà quelques exemples de couleurs physiques que vous connaissez bien. Donc, pas d'échange d'énergie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a un premier phénomène évident, c'est que la vitesse de la lumière va diminuer quand elle va entrer dans la matière. Vous êtes sur une plage, vous courez, quand vous arrivez dans l'eau, bien sûr, vous êtes ralenti. Donc, la vitesse de la lumière va diminuer dans la matière, et il va y avoir ces deux phénomènes derrière. Donc, la vitesse dans la matière est plus faible que dans le vide. Et puis le deuxième, ça va rebondir sur tous les atomes, toute la matière, et ça va diffuser un peu dans toutes les directions. Donc c'est les deux phénomènes qui vont se produire. Alors le premier phénomène, la vitesse de la lumière qui diminue, c'est simplement ce qu'on appelle l'indice de réfraction d'un verre, de la matière. C'est le rapport des vitesses dans le vide, dans la matière, et avec la conséquence, c'est la loi de Descartes, ou de Snell-Descartes, c'est-à-dire qu'un rayonnement qui arrive ici sur une surface d'eau va être réfracté et va donc dévier ici, comme ceci, et c'est la loi de Descartes qui est ici. Juste une remarque, la dispersion, c'est que la vitesse, donc l'indice, va dépendre de la longueur d'onde, de l'énergie du rayonnement, et que le bleu-violet va être plus dévié que le rouge. Conséquence de quoi? C'est le prisme de Newton, mais c'est aussi l'arc-en-ciel que vous voyez comme ceci. Alors, deuxième point, deuxième phénomène, la diffusion. C'est-à-dire que le rayonnement va partir dans toutes les directions. Alors, ce phénomène de diffusion dépend essentiellement des relations qu'il y a entre la longueur de la lumière, la longueur d'onde, et les dimensions de l'objet. Il y aura trois types de diffusion de Rayleigh, demi et l'opalescence, selon qu'on ait les rapports entre la distance et les deux longueurs. Alors, par exemple, si la matière est toute petite, typiquement des molécules d'eau, des atomes, des choses comme ça, typiquement notre atmosphère, là, à ce moment-là, c'est le bleu, c'est la loi de Rayleigh. Je ne vais pas développer l'aspect physique ou mathématique, la loi de Rayleigh, et c'est le bleu qui est le plus diffusé. D'où le bleu du ciel, d'où le fait que quand vous êtes dans l'espace, que vous regardez la Terre, vous voyez essentiellement la diffusion de la lumière par l'atmosphère, et donc c'est ce qu'on appelle la planète bleue. Donc ça, c'est la diffusion de Rayleigh. Diffusion demi, ça veut dire que maintenant, les objets sont un peu plus gros. Ils sont à peu près de la dimension de la longueur d'onde de la lumière ou du dixième de la longueur d'onde de la lumière. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle la diffusion demi. C'est typiquement le nuage qui est ici par rapport au ciel qui est ici. C'est aussi les brouillards qui étaient là. Donc c'est quand vous avez des objets, des gouttelettes d'eau, des choses comme ça, suffisamment grosses, de l'ordre du dixième de micron, à ce moment, on a ce phénomène de diffusion qui est ici. On l'a dans les vitraux céramiques. Pour faire des vitraux céramiques, donc des objets qui donnent ce qu'on appelle de l'opalescence, il suffit de faire cristalliser des petits cristaux à l'intérieur du verre qui vont faire de la diffusion, comme ceci. On va avoir des vitraux céramiques avec ce phénomène de diffusion. Une application que vous connaissez sans doute, c'est l'utilisation de cristaux liquides pour faire des rideaux, Vous mettez des cristaux liquides. Alors, selon qu'on applique un courant ou pas, s'il y a un courant, tous les cristaux sont alignés, la lumière est transparente. S'il n'y a pas de courant, c'est l'inverse, ils se mettent dans toutes les directions et il y a de diffusion. Ce qui va permettre, par exemple, vous voyez ce vitrage, je veux l'obscurcir, j'appuie sur un bouton. Celui-là, je veux au contraire l'éclairer. Tiens, oui, j'appuie sur le mauvais bouton. Voilà. Bon, voilà. Donc, si lambda est tout petit, c'est transparent. Si lambda est un peu grand, c'est opalescent, c'est brouillard. Et puis, si la dimension est trop grande, à ce moment-là, la lumière ne passe pas. C'est typiquement les poteries, les céramiques et choses comme ça. Alors, si on a une poterie,
Si la surface est mate comme ceci, ce qu'on va voir, c'est la lumière qui non pas transmise, comme je viens de parler, mais la lumière réfléchie. Eh bien, elle va être réfléchie dans toutes les directions, c'est ce qu'on appelle la réflexion diffuse, et à ce moment-là, l'objet paraît mat. Bon, typiquement une poterie. Si on veut qu'elle soit brillante, eh bien, il faut faire une surface lisse, c'est ce qu'on appelle la réflexion spéculaire, et à ce moment-là, la lumière réfléchie donne un aspect brillant. Alors la réflexion spéculaire, vous connaissez, hein, c'est la mare d'eau qui va réfléchir l'image qui est au-dessus. Alors ça peut être intéressant sur le plan technique, c'est-à-dire que si on prend une poterie comme ça, ce n'est pas très joli. Si on veut la rendre plus jolie, eh bien on met à la surface une couche qui va vitrifier. Un verre, ça va être quelque chose qui va être lisse et qui va faire ce qu'on appelle des poteries vernissées qui vont être beaucoup plus jolies. Dans ce domaine-là, il y a un cas particulier qui est assez joli. C'est celui des petites particules d'or, des solutions d'or colloïdales. Ça a été trouvé par Cassius, Pourbe de Cassius, qui était un alchimiste, qui, donc, si vous prenez un sel d'or en solution, vous le réduisez avec des sels d'étain et ça vous donne une couleur rouge extrêmement intense qui s'appelle le rouge rubis. Ce rouge extrêmement intense, vous voyez, si on le met dans des verres, ça vous donne ce genre de rouge. C'est aussi très utilisé dans les vitraux. C'est le rouge des vitraux des cathédrales qui sont ici. Donc ça donne une coloration rouge extrêmement intense. Bon, le phénomène qui est derrière, c'est l'interaction de la lumière avec les électrons de conduction. Mais l'or, c'est un métal. Je passe sur la théorie, hein, mais c'est simplement quand vous avez des électrons qui se promènent dans l'objet, il va y avoir une interaction particulière qui va donner ce rouge. Alors, vous voyez par exemple une manip qui est ici. Vous faites ce flacon qui est en verre. Alors, ce flacon qui est en verre a été fait normalement hein, par fusion d'un verre fondu, et on a mis des sels d'or dedans, et on a donc des petites particules d'or. Vous voyez que là, c'est sous forme atomique, les petites particules d'or, elles sont trop petites, on ne voit rien. On va chauffer vers 500-600 degrés, les petites particules d'or, les atomes d'or vont diffuser, se rencontrer et faire des nanoparticules. Et à partir du moment où vous avez des nanoparticules, vous avez ce rouge rubis intense qui apparaît. Dans le même ordre d'idées, le lustre des Abbassides, donc c'est la civilisation de Bagdad au IXe siècle, ce sont ces poteries qui ont une intensité de couleur extrêmement importante. Ben, c'est fait comment? On fait la poterie, on fait ensuite un deuxième cuisson où on va faire une couche vitrifiée qui va donner cette allure brillante, et on fait une troisième cuisson où on fait des petites particules d'or que l'on réduit, et donc à ce moment-là, ça va donner le lustre qui est ici. Alors un exemple que vous pouvez voir si vous allez en Tunisie, c'est la mosquée qui est à Kérouan. Vous voyez les petits carrelages qui sont ici. Alors ces petits carrelages, ils sont comme ça. C'est avec des petites particules d'or. Mais vous voyez que selon que l'on regarde de face ou de côté, on ne voit pas du tout la même chose. On ne voit pas la même couleur. Et si je tourne, vous voyez que en fait, la couleur, ça dépend simplement de l'angle avec lequel on observe. Parce que pour certains angles, on a une réflexion spéculaire et on observe les reflets métalliques. Ça, c'est très joli aussi. C'est ce qu'on appelle la courbe de Ligurd, qui est une courbe romaine du IVe siècle après Jésus-Christ. Ça, c'est la même coupe. Hein. Simplement, là, je l'éclaire de l'extérieur, elle apparaît verte. Là, je l'éclaire de l'intérieur, elle apparaît rouge. La même, si je change l'éclairage, vous voyez, j'éclaire de l'intérieur, de l'extérieur. La couleur dépend de si c'est de la lumière réfléchie ou de la lumière transmise. Un cas particulier de diffusion, donc ça part dans toutes les directions, c'est ce qu'on appelle la diffusion cohérente. À ce moment-là, il y a une relation mathématique entre la longueur d'onde de la lumière et des distances dans la matière. C'est ce que vous connaissez comme étant la loi de Bragg, la réflexion des rayons X qui permettent de remonter à la structure des objets, des matériaux. C'est quand il y a une relation, ça c'est la longueur d'onde, ça c'est des distances entre les atomes. Ben, quand il y a cette relation-là, on a la diffraction des rayons X. Alors, quand c'est des rayons X, ça donne la structure. Mais quand c'est un objet, ben, ça dépend. Si c'est de la rayonnement monochromatique, on a le phénomène de diffraction dont je viens de parler. Si c'est de la lumière blanche, bien évidemment, la relation n'est pas obéie pour toutes les couleurs et on a de l'iridescence.
Alors, iridescence, et vous avez ça quand, par exemple, dans les nacres, c'est des petites plaquettes de carbonate de calcium. Entre ces plaquettes, il y a des protéines. L'épaisseur est de l'ordre de 0,1 micron. C'est à peu près l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de la lumière. Et on a l'iridescence qui est due à cet arrangement périodique régulier des petites plaquettes de carbonate de calcium. Et chaque fois que vous avez des petites plaquettes, c'est le mica et choses comme ça, vous avez des phénomènes qui sont iridescents. Vous avez aussi l'opale. Cette fois-ci, ce n'est pas des petites plaquettes, c'est des petites billes de silice dont le diamètre est de l'ordre encore de 0,1-0,3 microns, donc l'ordre de grandeur de la lumière, et vous avez l'iridescence des opales. Vous avez bien évidemment les papillons, qu'on appelle les morphos. Cette coloration bleue est une coloration physique, ce n'est pas un pigment chimique, ce qui fait que, quand vous voyez, là encore, selon l'orientation, on ne voit pas les mêmes couleurs, parce que l'angle avec lequel on arrive n'est pas le même. Alors l'aile de papillon, il y a quoi? Il y a des écailles. Si on regarde les écailles, vous voyez que chaque écaille, il y a des petites rainures comme ceci. Et dans les rainures, il y a des petites cuvettes. Vous voyez qu'il y a une répartition, une distribution régulière et qui va faire l'iridescence de la lumière blanche. Vous avez pareil pour les perroquets qui sont ici. C'est des couleurs physiques, le bleu, là, pas le jaune c'est une couleur chimique. Pareil, parce que si vous regardez les plumes du perroquet, vous avez un peu une structure du même style que l'aile des papillons. Donc tout ça, c'était les couleurs physiques qui dépendent uniquement de ce que j'appellerais la nanostructure de l'objet. D'accord? Donc c'est des relations de longueur à longueur, de longueur d'onde à longueur dans un matériau. Maintenant, on va passer aux pigments, aux colorants chimiques. Ça, c'est la place des teinturiers dans la ville de Fès, les colorants chimiques. Alors, colorants chimiques, ce n'est pas du tout pareil. Avant, c'est trop tôt, après, c'est trop tard. Tout se produit au moment où la lumière traverse le vase qui est ici. Alors, supposons ce qui va se passer quand elle va traverser, tout ce qui est vert dans l'arc-en-ciel ne va pas passer, va être absorbé par le vase et ne passe que le bleu et le rouge. Donc, vous voyez bleu plus rouge, ça fait du violet. Donc, ça veut dire que le rayonnement, une partie du rayonnement est absorbée dans le matériau. Alors, pourquoi? À quoi ça sert? L'énergie qui est absorbée par le matériau, ça va simplement servir à faire bouger quelque chose. À faire bouger quoi au sein de la matière? Eh bien, ça dépend. Ça dépend, là encore, de la longueur d'onde, de l'énergie, du rayonnement. Si on est dans le domaine des ondes radio, ce qui va bouger, c'est les spins des noyaux. C'est le spin nucléaire. C'est l'imagerie médicale par ARMN. Donc, vous voyez, c'est encore de l'imagerie, c'est encore de l'optique, mais dans le domaine des rayonnements qui sont ici. Si on est dans le domaine des micro-ondes, c'est les molécules qui vont tourner, c'est le four micro-ondes. Si on est dans le rayonnement dans le domaine ici des rayonnements gamma, c'est les nucléons à l'intérieur du noyau qui vont bouger. Et dans le domaine qui nous intéresse, nous, notre pauvre petit œil, l'arc-en-ciel ici, et ce qui va bouger, ce sont les électrons. Donc un matériau, un objet n'est coloré que si les électrons peuvent bouger. Si les électrons ne peuvent pas bouger, il n'est pas coloré. Donc, par exemple, ce papier-là, les électrons ne bougent pas. Par contre, le fauteuil qui est là, les électrons bougent. Celui qui est là-bas aussi, il y a tous les fauteuils. Bien. Alors, qu'est-ce que sont les mouvements? Les électrons, quels sont les mouvements possibles pour les électrons? Un électron, ça tourne autour de son noyau. Donc, premier mouvement possible, c'est l'électron qui tourne autour de son noyau, c'est tout ce qu'on appelle les pigments minéraux. Ou bien, vous avez des molécules, et l'électron se promène sur l'ensemble de la molécule. Ça va être typiquement les teintures organiques. Ou bien vous avez un mouvement de beaucoup plus grande amplitude où l'électron se promène sur toute une chaîne d'atomes. Donc ça va être des couleurs dues aux polymères ou aux semi-conducteurs. Première possibilité, l'électron tourne simplement autour de son noyau. C'est les pigments minéraux qu'on utilise dans les verres, dans les céramiques. Bon, il faut savoir un peu comment bougent les électrons dans un noyau, donc je parle simplement de l'atome de bord. L'atome de bord, vous savez, c'est un noyau qui est positif et des électrons qui tournent autour, un peu comme un satellite autour de la Terre. D'accord? Alors, ce que vous savez sans doute aussi, c'est que les électrons tournent autour du noyau, mais couche par couche. Il y a plusieurs couches, première, deuxième, troisième. Sur la première couche qui est près du noyau, on ne peut mettre que 2 électrons. Sur la deuxième, on peut en mettre 8. Sur la troisième, 18, etc. Et vous remplissez progressivement et vous avez tous les éléments du tableau périodique.
Alors, ce qui va bouger, ce qui va nous intéresser, ce sont les électrons uniquement de la couche qui est à l'extérieur. D'accord ? Bien. Voilà. Donc, les électrons, le rayonnement arrive, et les électrons qui gravitent autour du noyau, ils vont simplement changer d'orbite. Ils vont passer d'une orbite à une autre. Pareil que quand vous avez un satellite qui tourne autour de la Terre, vous voulez le faire changer d'orbite, il y a un petit moteur auxiliaire qui donne une énergie et il va passer d'une orbite stationnaire à une autre orbite. D'accord ? C'est exactement la même chose. Ça permet de changer d'orbite. Alors, ce qui est là-dedans, c'est les pigments minéraux. Et typiquement, ça, c'est le tableau périodique, tous les pigments qui sont dus aux éléments de transition qui sont là. Alors, bon, vous reconnaissez les trucs connus, titane, vanadium, chrome, manganèse, fer, cobalt, nickel. Bon, ça, c'est les métaux qu'on utilise partout. Il y a 10 éléments de transition qui se diffèrent par le fait qu'à chaque fois que vous passez d'une case à la suivante, il y a un électron de plus. Donc, ça va de 0 à 10. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Je dirais qu'on peut faire du tout ou rien. Je prends le titane. Le titane, c'est l'élément qui est ici. À l'état d'oxydation 3+, donc en milieu réducteur, il y a un seul électron. Un seul électron, il y a 10 places. J'ai dit qu'il y avait... je ne sais pas si j'ai dit... il y a 5, il y a 10 places possibles. Donc, il peut bouger. Donc, c'est coloré. En l'occurrence, c'est coloré ici en violet. Si j'oxyde, je passe au titane 4+, c'est-à-dire que j'enlève cet électron, plus d'électrons, plus de mouvement, plus de couleur. Donc, c'est blanc. Et le titane, TiO2, c'est le blanc de titane. C'est utilisé dans les peintures, etc., pour avoir un blanc extrêmement intense. Pareil d'ailleurs dans les cosmétiques et tout ça. Donc là, il suffit de jouer avec un électron pour que ce soit coloré ou pas coloré. Pareil pour le cuivre, de l'autre côté. Le cuivre, cette fois-ci, si c'est 1+, il y a 10 électrons. Toutes les orbites sont pleines. Ne peut pas bouger. C'est plein. Et par conséquent, ce n'est pas coloré. Mais si j'oxyde le cuivre plus en cuivre 2+, cette fois-ci, il y a une place, il y a des mouvements possibles, mouvements, donc couleur, et c'est coloré. Alors, ce qui est coloré dans le cas du cuivre, eh bien, c'est coloré en bleu ou en vert. Ça absorbe dans le domaine du rouge, et selon que l'absorption est ici à droite ou bien empiète ici, vous allez avoir du bleu ou du vert. Le vert, c'est simplement quand vous êtes par ici, et bleu quand vous êtes par là. C'est tous les pigments que vous connaissez bien, le bleu égyptien dont j'ai parlé tout à l'heure, l'azurite qui est dans ce tableau-là de Raphaël, c'est le vert malachite dans le tableau qui est ici, c'est le vert véronèse dans le tableau de Gauguin qui est ici. Celui-là est intéressant parce qu'il est très facile à faire. Il suffit de prendre de l'acide acétique et puis un arséniate de quelque chose, et vous dissolvez l'arséniate dans l'acide acétique et ça vous donne ce vert. La seule chose, c'est qu'il y a de l'arsenic, et on a pensé qu'à Sainte-Hélène, les papiers qui ornaient la chambre de l'empereur étaient justement avec ce vert-là. Bien. Dans la même gamme d'idées, le cobalt 2+, va donner des bleus, même des bleus plus intenses encore, que vous avez dans les verres bleus vénitiens, les faïences de Nevers ou dans les vitraux qui sont ici. Les terrocs. Je vais revenir sur les terrocs. Ça va du jaune au rouge. Le jaune, c'est ce qui est ici, c'est un oxyde de fer hydraté. Et le rouge qui est ici, ça s'appelle la goethite. Goethite du nom de Goethe, le poète qui a beaucoup travaillé sur la couleur. Il a écrit un livre d'à peu près 1 millier de pages sur la couleur. Ça l'intéressait beaucoup. Et puis, vous avez ce qu'on appelle l'hématite, couleur du sang, qui est l'oxyde de fer qui n'est pas hydraté. Donc, selon que c'est hydraté ou pas hydraté, vous passez du jaune au rouge. Et si vous regardez les peintures rupestres, eh bien, vous avez du jaune et du rouge. Alors, ce qui est intéressant, c'est que pour passer de la goethite hydratée, donc jaune ici, à l'hématite rouge, il suffit de chauffer. Il faut chauffer entre 3 à 600 degrés, l'eau va partir et on va avoir l'hématite rouge. Alors, pourquoi c'est intéressant ? Parce que si vous analysez les pigments dans les peintures rupestres qui sont ici, vous pouvez déterminer à quelle température il a été chauffé pour donner ces couleurs-là ou cette couleur-là. Et plus ça a été chauffé haut, et plus l'homme préhistorique avait été évolué. Donc ça permet de mesurer, vraiment de mesurer l'évolution technologique de l'homme des cavernes. Simplement en analysant les pigments, plus il était évolué, plus il arrivait à faire des traitements thermiques plus sophistiqués.
Alors, le fer ferrique, c'est-à-dire quand on fait ce qu'on appelle une cuisson oxydante, donc à l'air, ça donne du rouge. Par contre, le fer ferreux, quand on fait une cuisson réductrice, ça donne du bleu, c'est les céladons coréens. Alors pourquoi rouge, pourquoi bleu? Ben, ce n'est pas difficile, je reprends toujours l'image du satellite. Vous avez un satellite qui va tourner autour de la Terre ou autour de la Lune. La Terre, c'est l'oxyde ferrique, la Lune, c'est l'oxyde ferreux. Eh bien, un électron qui gravite dans le champ d'un ion 3+, ben, il faut plus d'énergie pour modifier son mouvement que s'il gravite dans le champ d'un ion 2+. C'est de l'électrostatique pure et simple. Hein. Et par conséquent, ben, le fer ferrique, il va absorber à des énergies plus élevées, donc vers le bleu et laisser passer le rouge et le jaune. Par contre, le fer ferreux va absorber vers des énergies plus faibles et laisser passer le bleu et le vert. D'où les différences de couleurs. Donc, si vous faites une cuisson, donc vous faites votre poterie, vous faites la couche de vernissée, hein, et puis vous faites ça dans un four qui est fermé, en atmosphère réductrice, ben vous avez les céladons coréens qui sont dans les bleus-verts qui sont ici. Si vous faites en atmosphère oxydante, vous avez une poterie qui est rouge. Et si vous jouez comme ça, c'est les Grecs qui ont inventé, vous faites une cuisson oxydante, et puis à un moment donné, vous fermez le four et vous mettez du bois vert. L'atmosphère va devenir réductrice. Ben, si vous allez de cette façon-là faire du fer ferreux à côté du fer ferrique, et quand il y a les deux l'un à côté de l'autre, ça donne ce qu'on appelle une couleur noire. Simplement pourquoi? Ben parce que vous avez du fer ferreux et ferrique. Cette fois-ci, l'électron, au lieu de tourner simplement autour du fer, ben il va sauter sur le voisin. Le fer ferreux, il y a un électron de plus qu'au fer ferrique, et par conséquent, l'électron va sauter, et ce saut d'électrons va donner une couleur noire-bleu très intense. C'était tout le secret des poteries grecques. Alors, je vais vous faire la démonstration ici. Vous avez deux solutions. De fer ferreux qui est ici, de fer ferrique qui est ici. Vous voyez que bon, c'est dans les couleurs jaune pâle, ça n'a rien d'extraordinaire. Ce que je vais faire, c'est simplement de mélanger, de verser ce fer ferreux ici, dans cette solution. Donc vous allez avoir dans la solution à la fois du fer ferreux et du fer ferrique. Et il va y avoir un précipité bleu foncé, bleu noir, qui est ici, qui est simplement la fait que maintenant vous avez dans la solution ferreux-ferrique, l'électron saute de l'un à l'autre et ça donne une couleur très intense. Cette couleur très intense, c'est celle du bleu de Prusse. Elle est peu utilisée pour faire des vitrages électrochromes. Vous avez par exemple un double vitrage qui est ici, avec des couches conductrices, hein, transparentes conductrices, et vous avez une couche d'oxyde de tungstène. Si vous injectez des électrons, vous allez avoir du tungstène 5 et du tungstène 6, c'est-à-dire que l'électron va se mettre à sauter. Et à ce moment-là, il y a une coloration bleue qui arrive. D'accord ? Donc c'est une petite batterie, en fait, une petite pile, hein, qui va permettre d'injecter des électrons dans la couche d'oxyde de tungstène. Vous voyez que là, c'est transparent. Et si j'injecte des électrons, ça devient bleu. C'est ce qu'on appelle l'électrochromisme. C'est pareil pour les Velux qui sont là. J'appuie simplement sur un bouton et il n'y a pas besoin de volet ou de rideau. Et je peux ouvrir et fermer à volonté. Maintenant, on est passé à l'électron qui tourne autour de son noyau, puis l'électron qui tourne sur le voisin. Et maintenant, on va voir l'électron qui va bouger dans toute une molécule. Hein, c'est toutes les teintures, typiquement les teintures organiques que vous avez ici. Alors, c'est le genre de molécules, ce sont typiquement des molécules où vous avez des cycles benzéniques, vous voyez, à 6 atomes comme ceci, et les électrons tournent autour des cycles, et ils peuvent se promener sur l'ensemble de la molécule. Il y a deux types de colorants, de teintures, celles qui sont à base d'anthraquinone et celles qui sont à base de colorants azoïques. Azoïque, c'est quand il y a ce doublé d'azote qui est ici. Alors, ça donne toutes les teintures naturelles ou artificielles que vous connaissez. L'indigo, c'est cette molécule qui est ici. C'est celui dont j'ai parlé tout à l'heure, hein, avec les pays de cocagne. Et donc, l'électron se promène sur l'ensemble de la molécule et ça va donner une coloration. Vous avez la garance, ici, dont la couleur est due à cette molécule qui est ici. Vous voyez là encore des cycles benzéniques et donc l'électron qui se promène tout autour qui est ici. Hein. Vous avez un colorant alimentaire, le E120, c'est de l'acide carminique.
Vous voyez, c'est toujours les trois cycles là, et l'électron va se promener sur l'ensemble. Alors bien sûr, ceux qui sont un peu écolos me disent, mais un colorant alimentaire chimique, ça ne va pas du tout, hein, il faut... Fini. Maintenant, c'est le siècle de l'écologie. Bon. En fait, non. Ce qui est remarquable là-dedans, c'est que c'est une molécule chimique, mais elle est issue d'un petit insecte qui s'appelle les cochenilles, ce petit insecte-là, qui se trouve dans les cactus particuliers au Mexique. On les prend, on les fait sécher, ça donne ces espèces de trucs-là, et c'est ça le colorant. Donc c'est biologique, c'est pas chimique. Vous pouvez manger vos glaces à la framboise. Vous ne mangez pas de la chimie, vous mangez de la biologie. Vive l'écologie. Bien. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire-là, c'est la chose suivante. Bon, l'électron se promène tout autour de la molécule. Vous avez ici deux colorants, l'indigo, le pourpre de Tyr. C'est la même molécule là et là. La molécule qui est en haut, l'indigo, ça donne ce bleu. C'est ce qu'utilisent les Touaregs pour leur... Le pourpre de Tyr qui est ici, ça va donner une couleur rouge. Vous voyez que la seule différence, c'est qu'il y a 2 atomes de brome ici qu'il n'y a pas là. Je veux dire par là qu'une toute petite modification chimique de la molécule entraîne des changements très profonds de la couleur. Donc, c'est-à-dire qu'on va pouvoir vraiment jouer avec finesse. Alors ça, c'est les fleurs qui sont dans mon jardin. Ce qui est intéressant, ce n'est pas les fleurs de mon jardin, mais c'est le colorant. Si vous avez le bleuet qui est ici, la molécule qui colore, c'est les anthocyanes, c'est-à-dire cette molécule-là, et ça donne du bleu, le bleu des bleuets. Mais si vous prenez le coquelicot, c'est la même molécule. Seulement, la sève est un peu plus acide, c'est-à-dire qu'il y a un groupement OH ici au lieu d'avoir simplement O. Ben, simplement, le fait d'avoir mis ce hydrogène ici a changé le mouvement de l'électron et donc changé la couleur. Vous voyez qu'il faut très peu de choses. Troisième catégorie, maintenant, c'est des électrons qui vont se promener tout au long de la chaîne. Alors, c'est typiquement des polymères, comme ceci, hein, des chaînes carbonées avec des doubles liaisons conjuguées, et l'électron qui se promène tout le long. Ben, la couleur, là, c'est encore, je vais reprendre encore l'image du son, vous allez la comprendre très bien, en jouant de la guitare. Si vous jouez de la guitare, ça veut dire que vous allez mettre votre doigt ici, enfin, il y a le chevalet ici, et votre doigt là, c'est-à-dire là et là, la corde n'a pas le droit de bouger, puisque vous la coincez. Entre les deux, ben, elle vibre, et ça fait ceci. C'est ce qu'on appelle le son fondamental. C'est une note qui est grave. D'accord ? Mais la note va dépendre de la longueur qui est ici. Si la corde est plus petite, la note est plus aiguë. Donc il y a une relation directe entre la longueur de la corde qui vibre et la note que vous obtenez. Ben, de la même façon, pour la couleur, il va y avoir une relation directe entre la longueur de la chaîne sur laquelle l'électron se promène et la couleur que vous allez voir. Alors, par exemple, si vous prenez du safran, vous voyez qu'il y a ici 7 doubles liaisons, donc l'électron va se promener sur 7 ici, ça absorbe dans le bleu et ça va donner du jaune. Par contre, le carotène, qui est ici, il y en a 11, donc beaucoup plus, la chaîne est plus longue, et donc ça va absorber à des longueurs d'onde plus longues dans le vert, et ça va apparaître comme étant rouge. Donc la couleur est directement liée à la longueur de la chaîne, c'est-à-dire au nombre d'atomes sur lesquels l'électron va se promener. Je reste encore dans la musique. Si vous avez une bonne guitare, donc vous avez ce qu'on appelle le son fondamental, là ça ne peut pas bouger, c'est le chevalet, là c'est mon doigt, ça ne bouge pas. Mais entre les deux, la corde peut faire ce qu'elle veut. Elle peut faire des lambda sur 2, lambda sur 3, lambda sur 4. C'est ce qu'on appelle en musique les harmoniques du son. Et plus il y a d'harmoniques dans votre instrument, et plus le son est beau. D'accord ? Donc il y a des harmoniques. Et bien, il y a pareil avec la lumière. Il y a pareil avec la lumière. Et par exemple, si vous prenez, ça c'est un colorant qui est classique dans l'industrie du verre, on met du soufre, on le réduit et ça fait ce qu'on appelle des polysulfures, c'est-à-dire que dans le verre, vous avez des chaînes d'atomes de soufre. Bon, selon la longueur de la chaîne, eh ben, ça va absorber à un certain domaine. Donc, par exemple, ça va absorber le son fondamental qui est ici, hein, qui correspond à la longueur de la chaîne, mais ça va aussi absorber dans tous les harmoniques, lambda sur 2, lambda sur 3, etc. C'est-à-dire que ça va absorber ici, disons dans le visible, hein,
et tout ce qui est dans le côté du bleu et du violet, et de l'ultraviolet. Donc la couleur que vous allez voir, c'est ce qui va passer là, qui va être typiquement du rouge, du jaune, un peu de vert, et ça va donner des couleurs qu'on appelle ambre comme ceci. Alors vous allez me demander quel est l'intérêt d'avoir ce genre de coloration plutôt qu'un pigment de fer ou des choses comme ça. Eh bien, l'intérêt, c'est que vous avez une couleur, mais vous coupez tout ce qui est dans l'ultraviolet, tout ce qui est à haute énergie. Et par exemple, quand c'était les phares d'automobile jaunes, jadis, eh bien, ça coupait l'UV. Et donc, vous n'étiez pas ébloui par le phare du gars qui venait en face. Maintenant, avec les phares blancs, vous êtes ébloui. Pareil pour les bouteilles ici, typiquement bouteilles de champagne, de vin, etc. Ben, ça élimine, les UV ne pénètrent pas. Et donc, ne dégradent pas la boisson. Donc vous avez ici une couleur qui a un caractère particulier. Donc la couleur est directement liée à la taille de l'objet, et ça c'est typiquement ce qu'on appelle les nanoparticules qu'on appelle des quantum dots. C'est des petites particules typiquement de semi-conducteurs, peu importe quelle la nature. Mais ce qui est intéressant, c'est que la même composition, le même semi-conducteur, va donner des couleurs différentes selon la taille de la particule. Et vous voyez qu'ici, vous avez pour les mêmes particules, mais selon la taille, vous avez des couleurs complètement différentes. En plus, ça fait une jolie diapositive. Alors là, j'ai un peu triché. J'ai un peu triché, ce n'est pas la couleur, ça c'est la lumière, c'est la luminescence. C'est l'émission de couleur. Et j'ai un peu triché parce que je passe à la troisième partie, qui est non pas la couleur due à l'absorption, mais à la luminescence, c'est-à-dire l'émission de couleur, l'émission de lumière. Ça, c'est un feu d'artifice. Alors, l'émission de lumière, c'est quoi? C'est exactement l'inverse de ce que je viens de raconter. Ce que j'ai raconté, l'absorption, c'est-à-dire que vous envoyez de l'énergie, les électrons passent d'un niveau de faible énergie à plus haute énergie. Et là, c'est l'inverse. Vous avez excité l'électron d'une façon ou d'une autre, et il va reperdre son énergie en émettant un rayonnement. Donc, le b.a.-ba de cette affaire-là, c'est que l'objet va émettre de la lumière à condition qu'au préalable, vous lui ayez fourni de l'énergie. Alors, selon la source d'énergie, par exemple, électroluminescence, c'est le bombardement électronique d'un tube cathodique de télévision. La thermoluminescence, c'est simplement de la fluorite. Vous chauffez, vous fournissez de l'énergie thermique, ça va donner ceci. La bioluminescence, c'est une réaction biologique qui va entraîner ceci. La photoluminescence, j'éclaire le scorpion avec des UV, vous change de couleur. Donc ça dépend de comment vous avez fourni de l'énergie. Alors, ce qui est bien connu, c'est la bioluminescence. Donc c'est le ver luisant, la luciole. C'est simplement une réaction biologique à l'intérieur de l'individu, qui est l'oxydation d'une molécule qui s'appelle la luciférine par l'oxygène et qui est catalysée par une enzyme qui s'appelle la luciférase. Enfin, peu importe, c'est pas... Donc c'est une réaction biologique qui va produire la molécule dans un état excité et elle va retomber en émettant de la lumière. Alors ça, c'est particulièrement intéressant dans le domaine de la biologie marine, bioluminescence marine, en particulier dans les grands fonds. Dans les grands fonds, il n'y a plus de lumière, c'est tout noir. Donc si vous voulez que les organismes communiquent entre eux, la seule façon, ils ne se voient pas, la seule façon, c'est d'émettre de la lumière. Donc ça permet de détecter les proies, de les attirer, de trouver une femelle, etc. C'est ce qu'on peut appeler le langage des ténèbres. Donc tous ces organismes vont émettre de la lumière à l'issue d'une réaction biologique. Alors il y en a un que j'aime bien, c'est la baudroie des abysses. Je l'aime bien parce que vous voyez qu'elle a un petit lumignon qui est ici, qu'elle va allumer. Et quand elle va allumer, les proies vont venir en disant « Tiens, il y a de la lumière, c'est sympa. Qu'est-ce qui se passe par là ?» Vous voyez ce qui se passe. Bien. Ces protéines qui sont responsables de la luminescence, en particulier la protéine fluorescente verte, c'était un prix Nobel d'il y a 9 ans de chimie. Et on utilise cette protéine qui est extraite de méduses, on l'utilise pour marquer une réaction biologique. Ça peut être aussi une simple réaction chimique. Une réaction chimique, c'est le luminol. Alors, le luminol, c'est la molécule qui est ici, et on va simplement l'oxyder par l'eau oxygénée. Il faut un catalyseur, un sel de cuivre ou quelque chose comme ça, et ça va donner une lumière bleue. Alors, vous avez ici la solution de sulfate de cuivre, ici, avec le luminol, l'eau oxygénée qui est là, et on va simplement mélanger les deux.
Et vous voyez que dès qu'on mélange, il y a une luminescence, une chimioluminescence qui apparaît. Donc c'est la réaction chimique qui produit la molécule de luminol dans un état excité de haute énergie. Elle relâche son énergie en émettant de la lumière. Alors ça, c'est très utilisé en criminologie, parce que la lumière émise, c'est quelque chose de très sensible. Et si vous avez eu un crime, par exemple, et que le gars a essuyé les taches de sang, vous ne les voyez pas, mais il reste un peu d'hémoglobine, hémoglobine avec du fer, qui va catalyser l'oxydation du luminol. Il suffit de pulvériser du luminol, et si vous voyez la luminescence, vous pouvez comme ça détecter les traces de sang qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Une manip qui est assez jolie aussi, c'est le bâton lumineux. Celle-là, je vais vous la faire. C'est un bâton qui est ici, où vous avez ici une solution et une autre solution ici, et vous allez mélanger les deux en cassant le bâton. Ça va faire une réaction chimique et ça va émettre de la lumière. Alors, on verrait mieux si c'était fermé. Et donc voilà le bâton chimique, ça n'émet aucune lumière. Je vais simplement casser, ça émet de la lumière jaune. Là, allez. Ça va durer pendant à peu près 24 heures. Et selon le colorant que vous avez mis dedans, ben vous avez la lumière jaune, la lumière rose. Bon, et vous pouvez garder pendant 24 heures, il va y avoir émission de lumière comme ceci. Alors il y a plein de jouets pour les enfants comme ceci. Alors ça, c'est intéressant aussi. Alors vous avez ici des matériaux qu'on dit être luminophores. Donc ici, c'est du verre. Ici, ce sont des poudres de certains composés minéraux, typiquement des sels de terre rares. Là, ils sont éclairés à la lumière blanche, ils sont blancs. On les éclaire avec des UV, vous voyez, qui sont colorés. Et donc, ils émettent de la lumière quand ils sont excités par un rayonnement ultraviolet. Alors ça, c'est typiquement la télévision, l'écran de télévision qui est ici, le tube cathodique. Vous avez à l'intérieur du tube, ici, il y avait une couche avec des luminophores. Quand ce n'est pas éclairé, c'est blanc. Si vous bombardez avec des électrons, le canon à électrons, ça va les exciter et ça va donner une couleur. Donc ça va vous donner l'image de la télévision. Alors, du temps où j'étais jeune, c'était des tubes cathodiques. Maintenant, je suis moins jeune, c'est des écrans plats. Et il y a eu toute une évolution technologique qui court encore maintenant. Alors en particulier, ça c'est le monde moderne, c'est la télévision, c'est l'ordinateur portable, c'est la tablette, c'est le smartphone, etc. Vous avez tous des petits dispositifs de visualisation qui sont basés sur ce principe-là. Et c'est ce que j'appelle la course aux écrans plats, c'est-à-dire les télévisions. Alors selon la façon dont c'est le matériau, c'est des écrans plasma, des cristaux liquides, des diodes électroluminescentes, des diodes organiques, etc. Donc vraiment maintenant, la lumière et la couleur, c'est vraiment une couleur, la couleur est électronique, parce que derrière, c'est l'électronique. Là encore, il y avait un prix Nobel pas très ancien, il y a 3 ans, pour les inventeurs de la diode électroluminescente. C'était les Japonais qui sont ici. Alors une diode électroluminescente, c'est quoi? C'est une diode, donc c'est 2 cristaux, l'un qui est des porteurs de trous, de type P, l'autre de type N. On met un potentiel de façon à ce qu'ils se rencontrent, et à l'intérieur, à la jonction, ils vont se rencontrer et émettre de la lumière. Alors vous les voyez, c'est sous forme de ces petites lampes-là. Vous avez la jonction PN qui est ici, et puis ici les petits trucs qui émettent de la lumière. Bon, ça vous connaissez, c'est les diodes électroluminescentes, c'est les LED que vous utilisez maintenant de plus en plus, parce qu'il y a beaucoup moins de consommation, il n'y a pas de courant qui passe par rapport aux lampes à incandescence. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a maintenant. Et quand même, comme je suis chimiste, je voudrais vous dire que c'est bien, effectivement, la couleur est électronique, mais la chimie n'a pas dit son dernier mot. La chimie n'a pas dit son dernier mot, c'est-à-dire que maintenant, il y a ce qu'on appelle les diodes électroluminescentes organiques, les OLED. Alors là encore, c'est un prix Nobel de l'an 2000. Ces 3 scientifiques-là qui ont mis en évidence que des polymères organiques, c'est-à-dire carbone, hydrogène, etc., que certains polymères sont conducteurs d'électricité, voire même semi-conducteurs. Ça veut dire qu'on peut maintenant faire de l'électronique, non pas avec des cristaux de silicium et des trucs comme ça, je dirais l'électronique tout solide, mais avec des molécules organiques.
Alors quel est l'intérêt? Donc on passe de l'électronique tout solide, minérale, à l'électronique moléculaire. Alors vous avez des exemples déjà, embarqués dans les petits écrans de télévision, visualisation comme ceci, qui vous montrent les applications. Alors l'intérêt, c'est quoi? C'est à partir du moment où c'est de l'organique, une molécule organique, c'est soluble, c'est donc une teinture, et ça veut dire que vous allez pouvoir faire une peinture. Et vous allez pouvoir réaliser votre dispositif électronique en peintant, en peignant. Même le cas échéant avec une imprimante 3D. Non, pas 3D, une imprimante normale. D'accord? Vous allez pouvoir mettre différentes couches, pouvoir pulvériser, badigeonner, et vous allez pouvoir faire tout un dispositif électronique avec simplement en déposant des couches les unes sur les autres. Alors ça permet quoi? Ça permet par exemple de faire des cellules solaires souples. C'est plus des cristaux maintenant, c'est des couches de polymère, une batterie flexible, un smartphone incurvé, si vous voulez vous le mettre là, enfin des choses comme ça. Donc il y a toute une possibilité de souplesse, je dirais. En anglais, c'est FOLED, Flexible OLED, F-O-L-E-D. Vous pouvez faire des écrans courbes, comme ceci. Vous pouvez faire aussi, alors ça c'est assez joli, des écrans enroulables. Ça, c'est un écran, donc de télévision. C'est un écran de télévision qui est sur du papier. Et le papier, vous allez pouvoir l'enrouler, comme un rouleau de papier. Alors vous allez le voir ici. Donc là, ça bouge, c'est-à-dire que c'est en fonctionnement. C'est enroulé là-dessus. Et vous voyez, vous pouvez enrouler, dérouler, enrouler, dérouler. Vous avez toujours la télévision qui marche. Ça, c'est grâce à la chimie. Donc, alors vous pouvez avoir une télévision que vous enroulez dans votre poche, par exemple, et puis vous la déroulez au moment où vous voulez la regarder. Il y a tout un tas de possibilités de ce genre. Voilà, c'était ma dernière illustration. La couleur, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois de l'art, c'est une science, mais c'est aussi une technologie, et puis c'est tout ça. Voilà, merci. Bien, j'espère que ça a suscité plein de questions. Donc maintenant, la parole est à la salle. Qui est le courageux qui a la première question? Oui, bonsoir. Est-ce qu'il y a des exemples d'associations de colorants physiques et chimiques? Parce que si j'ai bien compris, avec le colorant physique, on peut obtenir, en fin de compte, on a une lumière cohérente. On peut, par assemblage... et est-ce qu'en associant les deux, on excite d'un côté, on peut... Enfin, je sais pas. Alors, l'exemple simple, c'est les oiseaux. Les perroquets que je vous ai montrés, il y avait les ailes bleues qui étaient des colorants physiques et les plumes du torse jaune qui étaient un pigment chimique. Donc la même... Là, c'est associé... ça ne s'est pas mélangé. Voilà. Alors oui, forcément, je n'avais pas forcément en tête, mais il y a au moins un, celui des pans. Donc il y a les couleurs physiques dues aux plumes. Mais pour que cette couleur physique soit visible, il faut que derrière, il y ait quelque chose qui réfléchisse la lumière. C'est typiquement une couche de mélanine noire. S'il n'y a pas la couche de mélanine, vous ne voyez pas les couleurs physiques. Le pan est blanc. Donc si vous voyez un pan blanc, c'est simplement qu'il n'a pas de mélanine. Donc c'est une association où le colorant chimique, disons, permet de voir les couleurs du colorant physique. Mais il y a sûrement des exemples où il y a le mélange des deux. Alors je ne sais pas si ça... Votre question, c'est savoir si ça additionne. Oui. Alors, dans le cas de la mélanine, oui, puisque la mélanine fait revenir. Je ne sais pas si, par contre, en prenant du bleu physique, les ailes de papillon, et en mettant du jaune chimique dessus, je ne sais pas ce que ça donne. En général, la nature n'est pas folle. Elle ne fait que ce qui lui sert. J'ai une question, peut-être pour Étienne aussi. Est-ce qu'il existerait, et si c'est peut-être qu'il existe déjà, l'équivalent du luminol pour le sang? Est-ce que ça existerait pour des tâches de radioactivité, pour rendre visible, via un spray quelconque, rendre visible des rayonnements type gamma ou autre?
Oui, c'est déjà mis en place pour détecter les tâches de contamination, oui. Alors, j'ai plus en tête exactement, mais qui c'est qui dans la salle, il y a peut-être des gens compétents. Mais c'est déjà, on met déjà des choses comme ça pour détecter notamment des alphas. Ça va donner de la luminescence, Oui, tout hein, à ça fait. donne des écrans à fait. luminescents. Hein. Bonjour. Les LED sont dangereuses pour la santé au niveau des yeux, puisque en ce moment on parle beaucoup de ces filtres bleus, enfin de lunettes à filtre bleu. Est-ce que les LED organiques sont dangereuses également? Alors sincèrement, comme ça, je ne sais pas. Je n'ai pas d'expérience particulière. Parce que vous dites que c'est dangereux. Pourquoi? C'est parce que ça émet des UV? Hein? Oui, ça émet des UV, comme tous les ordinateurs et tout ça. Enfin, toutes les lumières qui sont émises, oui. Ce n'est pas spécial au LED. Hein, ça, c'est les écrans de télévision, l'écran de votre ordinateur. Je crois surtout que c'était vrai parce que les premières LED n'étaient que bleues et donc Oui. d'un un spectre très décalé. Mais justement, le prix Nobel qui a été cité là, c'est qu'aujourd'hui, on sait faire des LED qui sont sur le rouge et on peut choisir, c'est ce qu'on appelle la chaleur de couleur, quoi, donc les ampoules. Et du coup, je crois qu'on a réglé le problème parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus on n'a pas que des LED bleus comme au tout début. Mais je pense que même si vous prenez une lampe à incandescence et si vous la regardez pendant toute une journée, vous allez avoir des problèmes aux yeux. Hein. Pareil quand vous regardez le soleil. Donc, je veux dire que le problème de l'ordinateur, c'est que vous allez passer toute la journée devant. Si vous le regardez 2 minutes, 5 minutes, il n'y a pas de problème. Mais effectivement, avoir votre œil qui reçoit de la lumière sans arrêt pendant une journée, puis de la lumière dans l'UV, etc. Sinon, il suffit entre guillemets, hein, de mettre des écrans qui bloquent les UV ou des choses comme ça, hein, ou des lunettes simplement. D'autres questions? J'ai une question toute bête. J'aimerais savoir pourquoi on voit le ciel bleu. Tout Le simplement. ciel est bleu à cause de la diffusion de la lumière par l'atmosphère. Par contre, si vous allez sur la Lune, il est noir. Il est noir parce qu'il n'y a pas d'atmosphère. Et si vous allez sur Mars, il est dans les couleurs un peu, parce qu'il y a une très légère atmosphère. Mais sur la Lune, si vous regardez des photos sur la Lune, hein, du temps où les Américains allaient sur la Lune, le ciel est noir. Il n'y a pas de diffusion. Mais tu peux approfondir un peu pourquoi c'est le bleu qui diffuse et pas le rouge alors? Non, Non. c'est la loi de Rayleigh en 1 sur lambda puissance 4. Je ne sais pas donner la physique. Enfin, ça se démontre. Hein, ou ça se montre. Mais enfin, on peut intuitivement le comprendre. On prend un rayonnement, on l'envoie sur la matière, il va rebondir comme une balle de ping-pong ou une balle de tennis. D'accord? Mais si c'est bleu, ça veut dire qu'il arrive avec une énergie très violente. Et si c'est rouge, il arrive avec une énergie moins forte. Donc, et d'autre part, je crois me souvenir que la vitesse de la lumière n'est pas la même pour toutes les couleurs. Est-ce que vous savez si on a déjà essayé de modifier les cônes réceptifs de l'œil pour essayer d'aller voir au-delà du spectre visible naturel ou pas? Ou est-ce que je suppose qu'après il faudrait habituer le cerveau, mais est-ce qu'on... Sincèrement, là, c'est de la chirurgie ou de la neurochirurgie, je ne sais pas du tout. Qu'on ait essayé de soigner quand on a des problèmes dans la rétine, oui, sûrement. Mais je ne sais pas du tout ce qu'on a fait ou pas. Puis le cône, c'est juste le récepteur. Ensuite, il y a tout l'organisme de transmission qui joue. Alors là, bon, c'est de la chirurgie, c'est de la médecine, je ne sais pas du tout. D'autres questions? C'est votre dernier mot? Si, madame? Dans la même continuité avec le ciel qui est bleu, quand il y a le coucher de soleil, le soleil qu'on perçoit de plus en plus rouge. Oui. Pourquoi? Parce qu'il passe par l'atmosphère, le trajet est plus long des rayons, Alors, c'est ça? C'est pas trop difficile. Quand vous êtes à midi, le soleil est juste là, Oui. vous le regardez, enfin, vous regardez à gauche et à droite, vous voyez essentiellement la lumière qui est diffusée, donc qui est bleue, d'où le bleu du ciel à midi, faire la plage, etc. Mais quand le soleil va se coucher, vous ne voyez pas la lumière directement.
la lumière arrive et elle est diffusée par l'atmosphère. Le bleu est diffusé beaucoup et le rouge moins. Donc le dernier qui passe, c'est le rouge. D'accord? Tout ce qui est bleu est dessous, j'allais dire dessous votre ligne d'horizon. Hein? Et vous voyez plus. Donc, est-ce qu'il y a un phénomène qu'il y a d'abord le bleu qui va être dispersé Oui. et diffusé, et après le vert et le rouge en dernier? Est-ce Oui. que... Oui. Donc, ça veut dire qu'il Mais c'est comme y a de dans plus le en plus prisme, de hein. rayons verts qui sont diffus, c'est ça? Donc, la deuxième Non, source ça veut de dire lumière, qu'ils sont ça devient le vert? déviés et qui passent sous la ligne d'horizon. Ils existent toujours. Hein. Le gars qui est aux États-Unis et qui Oui, regarde oui, le non, même mais- soleil, il le voit bleu, son ciel. Hein. Et simplement, vous ne voyez plus parce que l'atmosphère, vous ne le recevez plus directement, l'atmosphère l'a dévié et vous ne le voyez plus. Alors, ce qui est très joli à voir, c'est le rayon vert, par contre. Mais est-ce qu'on peut dire que le soir, le ciel peut être vert, du coup? Parce que... Le ciel ne peut pas être vert. Alors, ce qu'il y a, c'est le rayon vert, j'avoue, je ne sais plus trop pourquoi. Je l'ai vu. C'est quand le rouge a disparu, vous voyez un éclair vert qui dure quelques secondes. J'avoue, je ne sais plus trop pourquoi. Je ne sais pas si quelqu'un le sait. Je l'ai su, mais j'ai oublié. Mais c'est un phénomène tout à fait particulier. Il faut relire le bouquin de Jules Verne sur le rayon vert pour savoir. Plus d'autres questions? Si? Oui, je voulais demander en art, là, le fait que deux couleurs influent l'une sur l'autre quand elles se côtoient, là. Ça vient... Qu'est-ce que c'est pour l'œil? Alors, attendez, ce que vous appelez influer, c'est quoi? Ça veut dire qu'elles s'additionnent? Oui, oui. Parce que les couleurs vont pas... Il peut pas y avoir, enfin, il peut y avoir des interférences. Non, il y a... C'est simplement vos cônes qui vont recevoir et qui vont voir, entre guillemets, la somme des deux couleurs. Voilà, très bien. La trichromie, d'ailleurs, ça n'a pas été inventé par les scientifiques, ce sont les imprimeurs qui ont découvert ça, hein, qui pouvaient en fait imprimer une image avec simplement trois cartouches d'encre. Pas besoin de... OK, il n'y a plus de questions rentrées. Eh bien, on va encore applaudir Jacques Livage. Merci beaucoup, Jacques. Tu nous as passionnés avec toutes ces... J'ai appris plein de choses. Merci.